Donc, vous êtes Michael Prazan, vous êtes réalisateur de documentaires historiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait comme documentaire? J'en ai fait déjà un certain nombre. Ça fait à peu près 15 ans que je suis réalisateur de documentaires et plus précisément de documentaires historiques, comme vous l'avez dit. Donc un travail qui repose beaucoup sur les archives. Je me suis intéressé à différents sujets qui sont souvent d'actualité, mais pour en faire la généalogie, c'est-à-dire remonter à l'origine des phénomènes, ou alors à aborder une question historique de manière plus directe, et toujours à base d'archives. J'ai fait mes premiers films sur, par exemple, mon premier film, c'était une enquête sur le mouvement étudiant japonais de 1968, qui a eu ensuite une deuxième phase, une dérive dans le terrorisme international des années 70. Voilà, donc j'ai retrouvé à cette occasion des archives extraordinaires qui avaient été filmées par les étudiants eux-mêmes, caméra à l'épaule, au cœur du mouvement étudiant. J'ai ensuite embrayé sur une enquête sur une vieille histoire française, l'assassinat de Pierre Goldman, qui était un militant politique des années 60, et pour l'anecdote, le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman. Une histoire qui m'a vraiment passionné, et ça c'était les deux premiers films que j'ai moi-même autoproduits, etc. Et après, les choses se sont enchaînées. J'ai notamment réalisé un film sur le massacre de Nankin, donc à base d'archives très anciennes, puisque l'événement date de 1937, mais je remontais jusqu'à aujourd'hui pour examiner comment ce massacre perpétré par les Japonais en Chine occupée représentait encore aujourd'hui un point de fixation et une espèce de politique mémorielle irréconciliable entre le Japon et la Chine. Voilà, j'ai enchaîné ensuite énormément de films jusqu'aux deux derniers, je vais passer vite. L'avant-dernier et le dernier à avoir été diffusé sur France 3, donc la télévision publique française, est une enquête sur les frères musulmans, et de la même manière je remonte jusqu'à leur fondation en 1928 pour aboutir jusqu'à aujourd'hui et expliquer à base d'archives, mais aussi d'entretiens avec les principaux responsables de la confrérie en Égypte, mais aussi d'Ennahda en Tunisie, du Hamas à Gaza, pour raconter l'historique et en même temps le logiciel qui permet de comprendre la vision du monde qui préside au sein des frères musulmans. Et mon dernier travail, que je viens de terminer et qui sera bientôt diffusé sur Arte, est une histoire de l'immigration américaine à travers son centre d'immigration qui a été opérationnel entre la toute fin du XIXe siècle et 1954, qui est Ellis Island, centre d'immigration par lequel transitait l'immigration européenne principalement, mais aussi arabe ou caribéenne. Et à travers cette histoire de ce centre d'immigration d'Ellis Island, je raconte l'histoire des États-Unis et du rêve américain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous concevez le rôle des archives dans vos documentaires? Alors, il y a plusieurs fonctions lorsqu'on est réalisateur de documentaires qu'on peut attribuer aux archives. Évidemment, l'archive, pour moi, elle est principalement un témoignage, et un témoignage historique. Donc, il faut que, évidemment, l'image utilisée soit extrêmement fiable et qu'elle raconte quelque chose du sujet traité. Donc, il y a une archive qui vaut pour ce qu'elle est, au même titre qu'une personnalité ou un témoin interviewé. L'image témoigne, et pour cela elle doit être juste. Elle peut être, dans mes films, accompagnée d'aucun commentaire, donc elle repose toute seule et elle est prise pour ce qu'elle est. Ça, c'est à mon avis la fonction principale de l'archive et sa fonction la plus noble, si je puis dire. Mais lorsqu'on fait un film historique, on a besoin d'images. Et auquel cas, l'archive peut aussi être une image prétexte, d'une certaine manière, ou ce qu'on appelle une image illustrative, c'est-à-dire qu'elle illustre quelque chose du récit dit par le commentaire audio, auquel cas, elle peut être, c'est un pacte implicite finalement entre le réalisateur et le public, détourner de son objet initial pour remplir la fonction presque de mise en fiction qu'implique le récit. Un exemple très simple,
le film dira que Churchill monte dans un taxi, on ne verra pas Churchill, on verra un taxi rouler à la date à peu près à laquelle il est monté dans ce taxi. Le public sait ou devine que Churchill n'est pas nécessairement dans ce taxi, mais enfin, l'image permet comme ça de raconter, d'être finalement prise dans un chaînon, un maillage fictionnel qui permet la narration de l'histoire qu'on raconte. Merci beaucoup.